Thierry Lenz, bonjour. Bonjour. Merci de votre accueil à la Fondation Napoléon. On ne vous présente plus, vous êtes historien, directeur de la Fondation, vous êtes rédacteur de nombreux ouvrages sur Napoléon Ier et sur Napoléon III. Un livre vient de sortir, vient d'être publié sur Napoléon III sous votre direction justement. Je vous remercie de votre accueil et d'avoir accepté cette proposition de toute première interview que... Je suis là pour ça. Je vous remercie. De toute première interview pour Histoire de France 2.0 qui lance ce nouveau format vidéo à l'attention de nos abonnés. Et il y a beaucoup d'abonnés qui sont fans déjà de Napoléon et de Napoléon III et plus généralement aussi de vous à travers les réseaux sociaux qui vous suivent. Donc je pense que les abonnés seront vraiment très contents de ce nouveau format qu'on met à leur disposition. Je vous propose, dans le cadre de cet échange, de revenir sur la vie de Napoléon, de sa naissance au retour de ses cendres en 1840. Ce qui va m'amener à la première question. Donc, Napoléon est né le 15 août 1769 à Ajaccio. Il est le deuxième enfant de Charles et de Laetitia. Il faudra attendre près de 6 ans pour que Laetitia accouche d'un troisième enfant viable, ça sera Lucien. Que peut-on retenir des premières années du petit Napoléon à Ajaccio, dans le contexte particulier où ses parents font le choix de Louis XV contre Paoli après la bataille de Ponte Novo en 1769 ? Ouais. Alors bon, là vous posez un petit peu le problème général du rapport entre les Bonaparte, la Corse, Paoli, etc. On va essayer de faire rapidement le tri. D'abord, Charles Bonaparte, très jeune homme, Laetitia, son épouse, très jeune femme, sont effectivement dans l'entourage de Paoli au moment où celui-ci tente de résister à, on va dire, l'occupation française, puisque Gênes, propriétaire de la Corse, a cédé son exploitation à la France. Donc Paoli rejambe, si l'on veut, il monte une armée et toute cette petite armée est vaincue à la fameuse bataille de Ponte Novo, qui provoque, on va dire, la dislocation de cette petite armée, à la fois composée de Corses, mais aussi de beaucoup de mercenaires venant de l'extérieur. Donc à ce moment-là, va s'offrir un choix à ceux qui ont combattu avec Paoli, on va dire aux élites corses de ce moment-là, c'est soit quitter la Corse, ce qui sera le cas de Paoli et de plusieurs centaines de ses partisans, soit y rester, et par conséquent, essayer de continuer à y vivre. Et y vivre, à ce moment-là, ça veut dire se rallier, on va dire, au nouveau régime français. Alors, il se trouve que Charles Bonaparte, par ailleurs, est ajaccien, que la ville d'Ajaccio est une ville portuaire qui, comment dire, a toujours accepté les échanges extérieurs, etc. Elle n'est pas du tout, on va dire, figée dans la tradition comme l'est le centre de la Corse, ce qui fait que Charles Bonaparte va se rapprocher des nouvelles autorités, des autorités françaises, mais enfin il n'est pas le seul à le faire. Il va y avoir toute une série d'anoblissements et les plus grandes familles corses se voient reconnaître leur titre de noblesse. Donc ça c'est, on va dire la base. Puis il faut quand même dire aussi que Paoli, lui, est parti. Que Paoli, alors après un petit séjour en Italie, est à Londres, où il est, choyé par la Grande-Bretagne. On dit que sa pension était de 20 000 livres, ce qui représentera au début de la Révolution à peu près un tiers des ressources fiscales de la Corse. Donc il avait une assez belle pension. Et puis tous les autres se sont dispersés en Italie, etc. Donc Charles Bonaparte, lui, comme il est assez jeune, qui commence, comme on l'a signalé, à avoir des enfants, il en a déjà 2, donc il va essayer d'assurer l'avenir de cette famille. La famille Bonaparte n'est pas une famille pauvre ou dans le besoin, contrairement à ce qu'on entend dire parfois. Ce sont de vrais notables d'Ajaccio, probablement la deuxième ou la troisième famille de la ville d'Ajaccio. Ce sont de vieux Ajacciens. Alors je sais qu'il y a le procès en Corsitude, ça ne fait que 3 siècles qu'ils sont là, mais enfin bon, quand même. C'est déjà pas mal. Voilà, ils sont là. Et donc, c'est dans cette ambiance-là que les 2 premiers fils, Joseph et Napoléon, vont commencer leur parcours. Et on peut presque dire d'ailleurs que Joseph et Napoléon sont vraiment frères dans la famille Bonaparte, alors que les autres
Comme vous l'avez dit, Lucien arrive beaucoup plus tard, et puis il y a même des enfants que Napoléon et Joseph ne connaîtront que très tardivement, surtout Napoléon d'ailleurs, qui ne reviendra pas très vite en Corse. Donc ils ont une enfance de petits notables corses, hein, bien sûr, ils vont jouer, ils vont se baigner, ils vont au sanguinaire comme toujours, mais la famille Bonaparte a une certaine conscience d'elle-même, si l'on veut. On leur interdit d'aller jouer près du port, parce que là, c'est une mauvaise population, etc. Ils font des études comme on en faisait à l'époque. Alors Ajaccio a cette particularité d'être très bien doté on va dire déjà en religieux, mais aussi en institutions d'éducation tenues par les religieux, donc les deux frères Bonaparte en profitent. Et puis comme Charles Bonaparte est au mieux avec les autorités françaises, il va obtenir, alors on a dit des bourses, en réalité il n'a obtenu de bourses que pour Napoléon, il faudra qu'il paye de sa poche les études de Joseph sur le continent, et donc les deux enfants vont quitter la Corse à l'âge de 10 et 11 ans, on va dire c'est leur premier voyage, hein. Et puis surtout ils vont sur le continent vers des régions qui sont pas très hospitalières pour un Méditerranéen, puisqu'ils arrivent à l'automne et à l'hiver dans la région, en Bourgogne, donc ils font la connaissance avec le froid vif et la neige, hein, ce qui va bien sûr les surprendre. Donc voilà, la première partie, on va dire la première partie corse, c'est évidemment une partie, on va dire, d'éducation insulaire, hein, ça, il n'y a bien sûr pas de doute là-dessus, mais c'est quand même plutôt une éducation française, puisque les Français ont pris possession à la fois des villes portuaires et puis du système d'éducation. Comment se passe son acclimatation à la France? Est-ce que ses talents de stratège émergent dès cette époque? Le problème avec l'enfance des grands hommes, lorsqu'ils ne sont pas issus d'une lignée royale, etc., c'est que c'est pas grand-chose de leur jeunesse. Alors, pour ce qui concerne Napoléon Bonaparte, on a évidemment eu beaucoup de témoignages qui sont arrivés une fois que son destin a été accompli. Donc, on n'est pas très bien informé sur sa jeunesse. On va dire que la ligne, on va dire, habituelle, c'est de dire que il va beaucoup s'ennuyer, il n'aura pas d'amis, et qu'il va donc se réfugier dans la lecture pour passer le temps et se constituer une personnalité. Et puis sur le côté stratégique, il dirige la fameuse bataille de Boule de Neige de Brienne, et il montre déjà de grandes qualités à ce moment-là. C'est en tout cas ce qu'on voit dans le film d'Abel Gans avec cette interminable bataille de Boule de Neige. Alors, il faut évidemment faire un peu le tri là-dedans. D'abord, il y a des certitudes, on sait un certain nombre de choses. Bon, la bataille de Boule de Neige a eu lieu, et effectivement, la population est venue assister à tout ça, mais c'était des jeunes enfants, enfin, c'était pas le siège de Toulon, c'était pas la bataille de la Moscova, c'était une bataille de Boule de Neige entre des gamins. Bon. Alors, ce qu'on sait en revanche mieux, c'est que Napoléon a reçu une éducation, on va dire, assez poussée de nobliaux de cette époque. L'école de Brienne, c'est une école pour les nobles pauvres, hein, donc ce qui est le cas de ces insulaires-là, hein, par rapport à l'équivalent du continent, évidemment, ils sont beaucoup moins argentés. Donc ils vont avoir une éducation classique, alors avec bien sûr le français. Napoléon en a eu besoin puisqu'il parlait assez mal le français, de l'histoire, des mathématiques, de l'allemand. Alors, Napoléon, il y a un seul témoignage de Napoléon baragouinant l'allemand et en fait n'arrivant pas à se faire comprendre. C'est lui-même d'ailleurs qui en parle à Sainte-Hélène. Et puis une petite éducation militaire à Brienne, mais c'est pas Saint-Cyr, hein, c'est une école militarisée, on va dire. Et les notes qu'il obtient sont des notes satisfaisantes, puisque les professeurs notent déjà sa facilité pour un certain nombre de matières scientifiques essentiellement, mais aussi son appétence pour l'histoire, et il obtient, on va dire, d'assez bons résultats par rapport à la masse. Hein. Ouais. Et donc, comme vous le dites, il entre à l'école militaire de Paris, où là, ça devient beaucoup plus sérieux. Là, c'est une véritable école militaire, où il va se spécialiser
dans l'artillerie. Alors ça dure ça dure un an, on va dire à peu près. Et là aussi, on a quelques informations. Contrairement à ce qu'on a dit souvent, son classement de sortie n'est pas mauvais, parce que son classement de sortie, il est aux alentours de la 50e place, tient compte aussi des élèves plus âgés que lui qui ont été intégrés à ce classement. Donc il est quand même plutôt dans le premier tiers, donc plutôt bien classé. Et donc il va sortir de là comme lieutenant en second d'artillerie, donc on dirait sous-lieutenant aujourd'hui. Et on va dire que cet ensemble d'éducation sur le continent en fait au fond un petit aristocrate français. Parce que c'est aussi à peu près à cette époque qu'il va retourner en Corse pour la première fois. Et les témoignages qu'on a, et notamment le témoignage de son frère Joseph, c'est qu'en fait, il ne connaît plus bien la Corse. D'abord, il parle pratiquement plus l'italien, qui était la langue pratiquée à ce moment-là. Il va falloir qu'il réapprenne l'italien à ce moment-là. Donc on voit, la rupture a quand même été assez nette. C'est-à-dire qu'il a, comme l'écrit Patrice Guénifet dans sa biographie de Bonaparte, enfin, qui va jusqu'en 1802, c'est véritablement une éducation française qui l'a marqué à ce moment-là, et il n'a plus même la compréhension du terreau corse, et on le verra pendant la Révolution, où il va commettre beaucoup d'erreurs par rapport au fonctionnement de la société politique corse. Oui, vous faites la transition encore merveilleusement sur le retour effectivement de Napoléon en Corse, son rapprochement avec Paoli, qui est la troisième étape de sa courte vie. Napoléon perd Charles, son père, en 1785. Cette même année, il est affecté, comme vous le disiez, au corps d'artillerie du régiment royal de la Fère. En janvier 1786, alors qu'il n'a pas encore 17 ans, il est reçu officier. Malgré un début de carrière prometteur pour le comte de Louis XVI, Napoléon va se rapprocher de Paoli à cette même période. Il rédige à l'attention de Paoli une histoire de la Corse et revient, comme vous le disiez, en septembre 86 sur l'île de Beauté pour la première fois depuis 7 ans, alors qu'il a été complètement, comme vous le disiez, assimilé à la civilisation française. Napoléon va rester en Corse 1 an. Comment expliquer ce besoin de retour aux sources et ce rapprochement avec Paoli à cette période? Bien parce que Napoléon est un adolescent, comme les autres, on va dire, un adolescent rêveur. Il rêve d'aventure, il rêve de la liberté de son île. Il ne connaît pas bien l'histoire de son île, mais il a entendu évidemment parler de Paoli, qui est vivant encore à ce moment-là, et puis qui a gouverné la Corse, on va dire, pendant une dizaine d'années, enfin qui a gouverné le centre de la Corse et qui a essayé de créer un micro-État autour de Corté, avec des institutions d'ailleurs qu'on vous montre encore aujourd'hui à Corté, on vous montre les bâtiments, enfin, etc., avec une certaine émotion. Et c'est vrai que Paoli a essayé de monter un petit État. On a fait grand cas de la constitution de Paoli, qui aurait été la première constitution de la liberté. Je pense qu'il faut aller la lire avant de le dire, et on s'aperçoit que cette constitution, en fait, ne contient ni égalité homme-femme, ni d'autres mesures. Elle est simplement destinée à régler l'ordre public en Corse, et notamment à lutter contre les vendettas. Le texte auquel généralement les autonomistes corses se réfèrent, et sur lequel on les a même vus prêter serment à un moment donné, c'est un commentaire de la constitution de Paoli qui a été publié plusieurs années après, donc où on a un peu enjolivé ce que contenait la constitution de Paoli. Enfin bref, fermons cette petite parenthèse. Donc Bonaparte est évidemment impressionné par tout ça. Il va rentrer en Corse. C'est vrai qu'il a écrit pour Paoli. Alors il y a la fameuse lettre « Je naquis quand la patrie périssait », etc. Il se trouve que cette lettre est probablement un faux. Elle n'a jamais existé. Alors, c'est-à-dire qu'elle est un peu comme les vrais morceaux de la vraie croix, c'est-à-dire qu'à force d'avoir été répétée, on la considère comme authentique, mais on n'a aucune trace de l'original. D'accord. On n'a aucune trace de l'original, et on n'a aucune trace de la réception qu'aurait pu en faire Paoli. Alors on dit toujours qu'il n'a pas répondu, mais il n'a peut-être pas répondu parce qu'il n'a pas reçu la lettre qui n'existe pas. Enfin, oui. bon, voilà. Donc il y a ce moment-là. Le vrai patron de la famille Bonaparte à ce moment-là, c'est Joseph. Au moment de la mort de Charles Bonaparte, en 1785, donc Joseph a 16 ans, presque 17, il va rentrer en Corse. Lui, il faisait des études sur le continent, des études pour être ecclésiastique, ce qu'il n'a pas souhaité être finalement. Il rentre en Corse, et le conseil de famille le nomme chef de la famille. Donc il est véritablement le chef de la famille Bonaparte, ce qui est normal, il est l'aîné.
Alors lui connaît beaucoup mieux le milieu corse. Alors c'est vrai qu'on approche à ce moment-là de la Révolution, il y a une certaine agitation, mais à la fois qui est, comment dire, l'arrivée de la fièvre continentale en Corse, etc. On ne parle pas encore de retour de Paoli, qui est toujours à Londres, etc. Mais voilà, Joseph, lui, il comprend bien ce milieu-là, parce qu'il est dedans. Il a pratiquement pas quitté la Corse, 4-5 ans, et puis il est revenu. Napoléon, lui, il ne comprend pas tout ça. Il est devenu vraiment une espèce de continental dans sa tête, hein, et il pense que les choses sont aussi simples que sur le continent. Et au moment où va éclater la Révolution française, euh, Napoléon va faire plusieurs séjours en Corse. L'armée, à l'époque, est vraiment très généreuse en permission, parce qu'il part 6 mois, 1 an, parfois plus, pour 4 ou 5 séjours lui seront autorisés. Lui, il ne va pas comprendre la subtilité des luttes corses. Joseph est tout de suite élu au district d'Ajaccio, au Conseil général de Corse. Il est dans le milieu politique, il est arrimé à Christophe Salicetti, qui est on va dire, le grand politique révolutionnaire, on va dire, du début de la Révolution en Corse. Napoléon, lui, il arrive là en pensant que le clivage va être le même que sur le continent, c'est-à-dire pour la Révolution, contre la Révolution, jacobin, girondin, etc. Or, il n'a rien compris, parce que la politique corse de cette époque, mais je crois la politique partout, mais spécialement en Corse à cette époque, c'est aussi une politique qui fait jouer les clans, qui fait jouer les vieilles rivalités familiales, le désir de dominer Ajaccio ou Bastia ou Corté, etc. Et donc ça il ne va pas le comprendre. Il va croire qu'on a affaire à des partis très, très unifiés. Et c'est pourquoi il va se heurter à ce monde politique. Il n'est pas forcément rejeté par Pascal Paoli personnellement, même si Paoli, on n'a pas grand-chose à faire des fils Bonaparte, mais bon, il les accueille assez bien, il discute avec eux, etc. La question, c'est, en fait, quels sont les grands courants à ce moment-là de la politique? Et ça n'est pas la droite contre la gauche, comme ça peut être sur le continent, mais ça va être, on va dire, la jeune génération qui prend Paoli comme une espèce de statue, mais va l'écarter en le faisant vivre dans son village, en lui rendant tous les hommages possibles, mais la lutte, c'est vraiment là un changement de génération. Et c'est là que vont entrer on va dire, les éléments des luttes continentales, royalisme, républicanisme, jacobinisme, girondisme, etc. Donc le chapeau de tout ça, c'est le local. C'est le local, parce que Paoli est revenu avec ceux qui étaient partis avec lui en 1769, mais il y a toute une nouvelle génération. Alors les Pozzo di Borgo sont évidemment les chefs de file là-dedans, et eux, ils sont à la fois... ils ne sont pas modernes par rapport à la Révolution française, ils sont pas forcément indépendantistes, d'ailleurs Paoli lui-même le dit à plusieurs reprises, hein, nous n'avons pas à chercher l'indépendance puisque notre liberté est assurée par la patrie de la liberté, sous-entendu la France continentale. Mais ils ont, comment dire, ils veulent être aux affaires. Et y compris dans leur île. Alors je ne veux pas non plus, on ne va pas s'étendre trop là-dessus, mais enfin il faut voir comment sont gérées les institutions, conseil général, district, commune, en Corse à ce moment-là. Hein. Alors c'est vrai que c'est une époque de très grande corruption sur l'ensemble du territoire, mais c'est particulièrement vrai en Corse. Donc il y a aussi ces luttes d'intérêt qui ont lieu. Et donc Napoléon ne comprend pas tout ça. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas, c'est un peu l'éléphant dans un magasin de vaisselle. Oui. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, Joseph essaie de lui expliquer, mais Napoléon ne veut rien comprendre. D'ailleurs, il y a une brouille à un moment entre Joseph et Napoléon. Joseph demandant à Napoléon de quitter l'île, parce que les tensions deviennent beaucoup trop fortes. Il est, comment dire, il n'a aucune rondeur dans la lutte politique à ce moment-là. Et ça explique que les Bonaparte vont se faire expulser. Et oui. Essentiellement à cause de Napoléon, parce que Napoléon a mis les pieds dans le plat. D'abord, il a fait tirer sur la foule à Ajaccio.
Et il a, parmi les victimes, il y a, comment dire, le fils d'un des chefs de clan. Donc là, évidemment, il se prive de beaucoup de soutien. Et donc je pense que son échec corse, il n'est pas dû à la lutte Paoli, pas Paoli, etc. Il est dû à sa maladresse, à comment dire, à sa vision très continentale des affaires politiques, et donc qui n'est pas du tout adapté à ce qu'est devenu la Corse à ce moment-là. Et oui. Au tournant de l'année 1793, Napoléon se rapproche de la Convention et des membres sur l'île de Beauté de la Convention. Après plusieurs congés, Napoléon rejoint son affectation à Auxonne en juin 1788, près de Dijon. Il participe à la défense du château de la ville le 18 juillet 1789, alors que la Révolution a débuté à Paris 4 jours plus tôt. Après la prise de Louis XVI à Varennes en juin 1791, Napoléon écrit République ou monarchie, un court texte dans lequel il affirme des convictions républicaines. Et après 7 ans de soutien à Paoli, c'est ce que vous disiez, Napoléon marche quelque part dans les pas de son père, de ses parents, en rompant avec les paolistes. Sa famille quitte la Corse le 11 juin 1793. Napoléon se range dès lors du côté de la Convention, l'Assemblée qui a renversé Louis XVI quelques mois plus tôt. Que retenir de cette période, de manière générale, entre 1793 et le Directoire 2 ans plus tard, et des liens que Napoléon peut avoir avec les frères Robespierre, qui peut être étonnant Ouais. avec le recul de l'histoire. Alors c'est vrai que c'est une période où Napoléon, on va dire, penche très à gauche. Alors il penche très à gauche, là encore une fois, ne jamais oublier que 1792, il a 23 ans, voilà, ça va aller entre ses 23 et ses 25 ans. C'est un homme, un jeune homme qui a beaucoup d'ambition, qui a une soif de réussir, qui a perdu beaucoup de temps en Corse, ne serait-ce que déjà pour sa promotion militaire. Donc il est très en retard sur ses camarades. Oui, il était en permission pratiquement tout le temps, donc il n'a pas eu de promotion. Et donc il va vouloir accélérer, et il accélère en se ralliant, alors probablement dans un premier temps avec une vraie conviction pour la liberté, etc. Il se rallie, donc on va dire à l'aile gauche de la Convention. Et c'est vrai qu'au moment où le siège de Toulon va commencer, où il va s'illustrer, il fait la connaissance de Augustin Robespierre, donc le frère de l'incorruptible, et que celui-ci écrit Bonaparte est d'un mérite transcendant, enfin, etc. Donc il y a une espèce de relation qui se noue. Alors, faut jamais trop exagérer, hein. Ils n'ont pas passé des semaines ensemble, ils se sont rencontrés quelques fois. Augustin a remarqué que ce jeune capitaine, puis commandant d'artillerie, était un personnage de valeur, mais il n'a pas décelé ni l'empereur, ni rien du tout, hein. Enfin, il a vu juste qu'on avait affaire à un très bon officier. Bonaparte va d'ailleurs écrire le fameux Souper de Beaucaire, qui est une prise de position nettement jacobine contre les Girondins. Et par conséquent, il va progresser, on va dire, un petit peu dans le milieu militaire. Il progressera encore plus au moment de la prise de Toulon, puisque chacun sait que c'est lui qui, on va dire, donne la grande tactique sur la prise de Toulon. Là aussi, son action a été très importante, décisive sur l'utilisation de l'artillerie. Faut quand même voir que après la prise de Toulon, personne ne parle de ce jeune Bonaparte, hein. Voilà, ce sont les généraux qui ont repris Toulon, etc. Hein. Quand Napoléon gagne la bataille d'Austerlitz, personne ne va dire qu'un capitaine qui commandait 15 canons sur le flanc droit a gagné la bataille, hein. Donc on est exactement dans le même cas. Mais il n'empêche que il s'est fait connaître, notamment des représentants en mission. Il va avoir quelques problèmes à la chute de Robespierre, puisqu'il va passer une vingtaine de jours aux arrêts. Il échappe à la guillotine, d'abord parce qu'il est loin de Paris. Je pense que s'il avait été à Paris, il y serait passé probablement. Mais là, il est loin. Et puis, même si Salicetti, son protecteur, l'a un petit peu lâché, bon, on va réussir à s'arranger. Il va passer à partir de là pour un Jacobin. Et ça va lui être très utile parce que il va remonter à Paris. Vous savez qu'il vit, on va dire, un peu dans la misère. Pas exactement la misère, hein, parce qu'il a quand même un domestique et un cocher, mais enfin bon, peu importe. Et puis ont lieu ces fameux événements de Vendémiaire, c'est-à-dire qu'une espèce d'émeute royaliste va menacer la Convention, et la Convention va
nommer Barras comme général en chef de l'armée de l'intérieur, c'est-à-dire celle qui défend Paris, et Barras se dit, j'ai besoin de généraux jacobins pour me seconder. Donc qu'est-ce qu'il appelle? Il appelle tout ce que Paris compte de généraux jacobins, dont Bonaparte, dont le général Brune, qui sera plus tard maréchal de l'Empire. Et c'est donc cet ensemble-là qui va mater la révolte, avec cette action décisive de Bonaparte, qui fait tirer sur la foule devant l'église Saint-Roch. Il faut quand même... il y a entre 200 et 400 morts, c'est donc pas une petite répression qui a été menée par Bonaparte, mais qui permet de disloquer cette émeute royaliste. Et là, on peut dire que là, pour le coup, le destin de Bonaparte est lancé, puisque Barras va être nommé au Directoire et va laisser sa place, si l'on veut, de commandant en chef de l'armée de l'intérieur. Donc une armée très importante sur le plan, beaucoup plus sur le plan politique que militaire, puisque c'est la garnison de Paris. Et là, voilà, Napoléon est lancé. Il rencontre Joséphine. On plonge dans le Directoire. Les choses s'accélèrent pour Bonaparte. Il a une petite, comme vous le disiez, une petite traversée du désert après la chute des frères Robespierre. Il est mis aux arrêts quelques jours. Et il faudra qu'il attende entre juillet 94 et mars 95 pour recevoir enfin une affectation. Et c'est effectivement en octobre 95, au moment de l'insurrection royaliste dans le quartier Saint-Roch, qu'il se distingue. Barras le rappelle. Il est surnommé le général Vendémiaire pour son action qui vise à mater cette insurrection. Il est nommé également au même moment général en chef de l'armée de l'intérieur, quand le Directoire succède enfin à la Convention. C'est à cette période que Napoléon va rencontrer Joséphine, participer l'année suivante à la campagne d'Italie, va mettre un terme à la guerre de la première coalition qui a été débutée sous le règne de Louis XVI en 1792, et participera ensuite à l'expédition d'Égypte. Bref, tout s'accélère pour Bonaparte. Quelles expériences va-t-il tirer de cette période charnière entre sa vie militaire, qui a débuté dans les années 1780 et qui est en passe de s'achever, et le début de sa vie politique qui commence avec le Directoire? Écoutez, il va mener là, on va dire, toutes les expériences. D'abord des expériences d'homme, avec ce mariage avec Joséphine, qui est une femme plus âgée que lui, sans doute plus expérimentée dans les jeux de l'amour, mais qui a surtout un entre-gens exceptionnel. Donc effectivement, grâce à Barras, grâce à Joséphine, il va pénétrer très profondément les élites de cette période, et on est très très surpris de voir comment dire, le nombre de gens qui ont rencontré Bonaparte à ce moment-là, parce que plus tard ils diront je l'ai rencontré à cette époque, mais oui, effectivement, il a rencontré, on va dire, la France entière, élitaire en tout cas à ce moment-là. La deuxième chose, c'est que comme c'est un individu particulièrement intelligent, particulièrement brillant, et qui commence à avoir compris comment fonctionne ce monde politique continental, il va faire preuve d'une très très grande prudence sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il va rester dans son couloir de général, si l'on veut, si bien que lorsqu'il va être nommé à l'armée d'Italie, en réalité, il sort un peu d'un panier de crabes et il va se retrouver aux commandes, sans rival. On lui donne en plus une armée dont personne ne pense qu'elle va pouvoir remporter cette campagne. C'est une espèce de diversion, alors qu'on attaquera Vienne plutôt par l'Allemagne, qui est la route noble pour attaquer Vienne. En réalité, c'est lui qui va menacer Vienne le premier, grâce à cette campagne où, alors, d'abord, il démontre son génie militaire, avec une guerre menée tambour battant. On ne peut pas parler de guerre éclair, mais enfin c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il va tomber sur le dos de ses adversaires les uns après les autres, et évidemment contraindre les petits États italiens à la paix, et puis finalement aussi l'Autriche. Et c'est là qu'on voit d'abord, il reste 1 an et demi en Italie, il va gouverner le nord de l'Italie. Et là, on s'aperçoit que cet homme qui n'a au fond jamais gouverné, sait gouverner. C'est-à-dire qu'il a, alors non pas les techniques administratives, etc., mais enfin il a une vision, il a la volonté, il a la fermeté aussi à certains moments. Il y a des émeutes en Italie qui sont matées de façon extrêmement sévère. Et puis il sait aussi faire de la politique étrangère, parce qu'il signe des traités de paix, notamment le traité de Campo Formio,
où les directeurs sont assez furieux que ce petit général se soit occupé des affaires de l'Europe, mais enfin, il l'a quand même fait. Hein. Voilà, donc on pouvait difficilement le sanctionner. Et puis, comme vous l'avez dit, vous l'avez résumé, quand il revient à Paris, il a probablement envie, il le dira lui-même, qu'il avait un peu des tentations de pouvoir, mais il dira la poire n'était pas mûre, donc c'était pas le moment. Il a un nouvel ami qui est Talleyrand, hein, et donc qui va beaucoup l'appuyer pour l'envoyer, on va dire, sur un théâtre qui en principe était un théâtre proche, qui est l'Égypte. Mais comme on le sait, lorsque Bonaparte va arriver en Égypte, la flotte va être détruite, donc ce qui était si proche va devenir très lointain maintenant, et il va être un peu coincé en Égypte. Mais là aussi, à nouveau, politique intérieure, il organise l'Égypte, il arrive même à lever des impôts de façon très régulière en Égypte, il veut moderniser cette société, il fait la guerre hein, aussi, en battant les Mamelouks d'abord, les Turcs ensuite. Donc là aussi, on va dire, on dirait qu'il amasse de l'expérience, il amasse du temps de jeu, comme disent les footballeurs. Et effectivement, quand il va rentrer en France, il n'a même pas 30 ans, enfin, il a 30 ans, et on a l'impression qu'il a gouverné toute sa vie, quoi. Alors qu'en réalité, voilà, c'est vraiment le self-made man, mais qui avait de telles dispositions qu'il n'a pas besoin il n'a pas besoin d'apprendre davantage, quoi. C'est cette chose qu'on n'arrive pas trop à comprendre chez lui. Vous savez, chez les grands hommes, quand on étudie chaque détail, on s'aperçoit que ça aurait pu ne pas marcher. Bon. Et puis, en fait, la grande question, c'est pourquoi, avec autant de demi-succès, on arrive à un succès pareil, quoi. Et ben, c'est exactement la question qu'on peut se poser avec Bonaparte. Il y a un changement radical à la fois dans son comportement, dans ses capacités, dans la surface de son action, on va dire pendant la campagne d'Italie. D'ailleurs, lui-même le dira, hein, je me suis senti emporté dans les airs, enfin quelque chose comme ça. Et effectivement, je crois que le bon interprète de ce changement radical, c'est Bonaparte lui-même, quoi. C'est pendant la campagne d'Italie, il se passe quelque chose, quoi. Oui, il commence déjà sa vie d'administrateur, de gestionnaire. Il se fait les dents en voilà, quelque sorte avec oui, l'Italie et l'Égypte. Et il en impose aux autres, hein, parce qu'il se trouve quand même à la tête de généraux comme Masséna, plus tard comme Kléber en Égypte, qui ne sont pas des petits généraux de l'armée française. Hein. Lui, au fond, il n'a rien gagné quand il arrive en Italie. Et en réalité, il s'impose devant tous ces vieux briscards, parce qu'il a ce petit quelque chose en plus, qui est que c'est un général qui fait de la politique, qui a compris la politique, qui a compris la communication, qui a compris les finances d'une armée, etc. On en parle parfois, c'est le lecteur de Guibert, le fameux théoricien du XVIIIe siècle, qui est le premier à avoir mis en œuvre les théories de Guibert, c'est-à-dire non pas tellement la tactique, évidemment, mais l'administration des armées, quoi. Il invente tout, il invente la logistique, il invente la façon de payer les gens, il invente la façon de se déplacer, voilà. Napoléon Bonaparte est de retour de sa campagne d'Égypte le 8 octobre. Il prépare Brumaire qui aura lieu dans un mois. 3 consuls vont succéder aux 5 directeurs, Cambacérès, Lebrun, Bonaparte. Rapidement, Bonaparte va s'imposer. Le consulat dure de 99 à 1804. Il s'agit quelque part d'un premier petit quinquennat avant l'heure, au cours duquel Bonaparte va engager des réformes d'envergure qui structurent toujours notre société, plus de 200 ans plus tard. À la Révolution française va donc succéder ce qu'on pourrait appeler une révolution bonapartiste, qui permet à la France d'entrer pleinement et avant toutes les autres nations d'Occident dans le XIXe siècle. Que retenir des réformes intérieures qui sont engagées par Bonaparte au cours de son consulat? Et dans quelle mesure peut-on dire que ce régime ferme la parenthèse de la Révolution française? Alors, beaucoup de questions dans votre question. D'abord, rappeler que le coup d'État de Brumaire, qu'on a appelé la Révolution de Brumaire, très longtemps, est un coup d'État, je vais le dire simplement pour nos auditeurs contemporains, c'est un coup d'État de gauche. C'est Emmanuel Sieyès qui prépare le coup d'État pour réformer le Directoire, mais pas du tout pour, arrêter la révolution, la ralentir ou quoi que ce soit, c'est pour la canaliser. Et il se trouve qu'il a besoin d'un général, et que ce général, il trouve que c'est Bonaparte. Bon. Bonaparte va lui confisquer son coup d'État, mais pas confisquer ses idées.
c'est véritablement un coup d'État qui, même si dans la proclamation, on va dire, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est finie. Fini ne veut pas dire terminé. Fini veut dire parfait dans ce cas-là, comme dans produit fini, par exemple. Et donc, c'est l'intelligence de cette phrase aussi, parce qu'on utilise un mot qui peut vouloir dire les deux. Elle est à la fois finie, parfaite, et c'est les principes qui l'ont commencé, qui la rendent parfaite, et puis elle est terminée. Donc voilà, Bonaparte reprend, on va dire, le métier, reprend, pardon, la tâche où elle avait été arrêtée, on va dire, par la Convention. Il reprend les principes de 89 et il va les mettre en œuvre. Effectivement, les marxistes diront que c'est une société bourgeoise, les gens de l'époque diront que c'était un renoncement aux principes de la Révolution, à condition de considérer que les principes de la Révolution sont ceux de la Convention, mais on peut aussi considérer que c'est ceux de 89 ou du Directoire en 95. Après tout, c'était aussi des révolutions. Et les réformes vont... alors là, il va y avoir... c'est même pas au pas de charge, c'est au sprint, si l'on veut. Alors d'abord, parce que beaucoup de choses étaient prêtes. Les hommes avaient réfléchi. Bonaparte s'entoure d'une équipe unique. D'abord, tous survivants de la Révolution, donc ça veut dire déjà politiquement un petit peu plus malins que les autres, qui sont morts, et eux, grands juristes, grands financiers, etc. Donc tout est prêt, il y a une équipe. Et à cette équipe, il faut un manager. Sieyès n'aurait sûrement pas été le manager, parce qu'il était trop velléitaire, il était trop compliqué, trop fumeux. Bonaparte, lui, il fait avancer les gens. Il leur donne les moyens d'avancer. Il n'invente pas grand-chose lui-même, mais il est là pour trancher. Et donc, grâce au Conseil d'État, grâce à Cambacérès et Lebrun qu'on vient de citer, grâce à toute une série de ministres, de grands administrateurs comme Roederer, Boulet de la Meurthe et quelques autres, on va mettre en place toutes ces réformes et surtout, on va les prendre en 2 ans. Oui, c'est ça, c'est la rapidité qui est folle. Si Napoléon était mort en 1802, il aurait des statues sur toutes les places de France. Parce que faire ça en 2 ans, on dit toujours que l'équivalence est peut-être un peu 1945 ou 1958. C'est ça. Mais le problème, c'est que là, il n'y a pas de moyens de communication, il n'y a pas de connaissance des hommes tels qu'on l'avait à l'époque, et en fait, on ne se trompe pas beaucoup, que ce soit l'organisation administrative, judiciaire, le franc germinal, même l'organisation des chambres, etc. Tout ça est neuf, tout ça est nouveau, et tout ça fonctionne immédiatement. Donc, un quinquennat extrêmement réussi. Oui, celui-là est vraiment réussi. Oui. Alors effectivement, le quinquennat de Napoléon se clôt en 1804. C'est la constitution de l'an 12 qui va instaurer l'Empire français en mai de cette même année. Après des réformes intérieures d'envergure que vous avez synthétisées, Napoléon va s'intéresser aux affaires extérieures de la France. La victoire d'Austerlitz, 1 an plus tard, en 1805, va lui permettre de réorganiser les États d'Europe centrale et particulièrement les États allemands, en les tournant non plus vers Vienne, mais vers Paris, à partir de la fin de 1805. Et sa victoire de 4 jours, comme le dit la chanson, te souviens-tu, contre la Prusse en octobre 1806, va neutraliser également Berlin. Donc ça y est, l'Europe centrale se tourne vraiment non plus vers Berlin ni vers Vienne, mais vers Paris. Rapidement, la France n'a plus qu'un seul ennemi, l'ennemi de notre race, comme l'appelait Louis XV, l'Angleterre. Le blocus continental a pour objectif d'affaiblir la Grande-Bretagne, mais le Portugal et la Russie vont être réticentes. Les tensions sont également à leur comble en Espagne et avec le pape. Que peut-on retenir des grands axes de la diplomatie de Napoléon entre 1804 et la fin de l'année 1811 ? Alors, effectivement, il faudrait plusieurs livres pour résumer tout ça. Mais comment dire, Napoléon, c'est l'héritier d'abord, c'est un héritier. L'héritier de la politique extérieure de la France, on va dire depuis les Valois. La France veut être prépondérante en Europe. Elle a un grand ennemi qui a été soit les Habsbourg, soit l'Angleterre. Voilà, cette prépondérance, elle s'exprime par, on va dire, le désir d'une domination maritime et d'une domination outre-mer. Complètement raté de la part de Napoléon, Trafalgar, la perte des colonies, etc. La rive gauche du Rhin,
parce que l'idée que les Gaulois vont jusqu'au Rhin, Et oui. elle date de Jules César dans la guerre des Gaules, donc on a repris cette idée-là. Et puis, comme vous l'avez signalé, la maîtrise de deux espaces qui sont des espaces non organisés encore en Europe, l'Allemagne et l'Italie. Alors l'Italie, ça va assez vite parce que les victoires de la première campagne de 1800, la création du royaume d'Italie, bon, etc. L'Italie va être assez rapidement, non pas réorganisée, parce qu'on garde grosso modo les anciennes principautés, etc., mais on y met des Français à la place des Autrichiens, hein, grosso Mm. modo. L'Allemagne, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est le champ de bataille de l'Europe depuis très longtemps, hein. Les Français, très longtemps, ont considéré que l'Allemagne ne leur était utile que quand elle était divisée. Et oui. Et Napoléon va infléchir, on va dire, ce système. Les États allemands que nous voyons aujourd'hui tels que l'histoire les a faits, c'est-à-dire pris en main par la Prusse à partir de 1860. Oui. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ils sont sous une domination autrichienne. La Prusse voudrait bien pénétrer dans cet espace. Et puis, il y a toute une série d'États intermédiaires et qui sont puissants. La Bavière, le Wurtemberg, le Bade, la Saxe, etc., qui ne veulent ni de l'Autriche ni de la Prusse. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers le troisième acteur, qui est la France. Bon. Et alors que jusque-là, on s'était surtout servi de leur territoire pour aller faire la guerre, hein, grosso modo, Napoléon va les faire entrer dans une alliance. Alors, j'ai simplifié, c'est plus compliqué que ça, etc. Mais grosso modo, cette alliance, c'est la création de quelque chose qui n'est plus le Saint-Empire, mais qui lui ressemble un peu, qui est la Confédération du Rhin. Voilà. Et c'est probablement, comment dire, c'est une des solutions dont l'échec est le plus dommageable pour le 19e siècle, parce que la lutte va reprendre ensuite entre l'Autriche et la Prusse. C'est vrai qu'en 1815, tout le monde pense que c'est l'Autriche qui va gagner. Oui. En réalité, ça va être la Prusse, avec donc toutes les dérives postérieures, si vous voulez. Mais enfin, là, Napoléon n'y est pour rien, hein, je veux dire, dans cette affaire-là. Mais voilà, il a voulu régler ce problème, alors avec un empire qui est au fond un empire d'Occident, hein. C'est, on va dire grosso modo, l'empire de Charlemagne, hein, puisque ça va du Rhin jusqu'à l'Èbre en Espagne, et puis un gros bout d'Italie, avec une espèce de protection qui est sur les marges, avec la Confédération du Rhin, le duché de Varsovie encore dans l'Est, etc. Donc une deuxième zone un petit peu attachée à la France, et puis après, on va dire une alliance principale qui peut être la Russie, qui peut être l'Autriche. Bon, ça va changer. Malheureusement, Napoléon n'a pas tellement de suite dans les idées en politique extérieure et ça change beaucoup trop vite pour le monde dans lequel il vit, hein. S'il avait eu des ordinateurs, de la télévision, etc., c'est sans doute, ça aurait été mieux pour lui, quoi. Là, on est quand même sur encore une époque où tout se passe à cheval, hein. Bon, voilà. Donc c'est une idée européenne qui est, au fond, alors toute chose égale par ailleurs évidemment, mais c'est un peu l'Europe des six, hein, quand vous regardez, qui est unie, et puis le reste qui tourne autour, quoi. Alors, comme vous l'avez dit, le grand adversaire de tout ça, c'est l'Angleterre, pour des raisons commerciales, pas du tout pour des raisons politiques. C'est que l'Angleterre veut des marchés, comment dire, variés pour ses produits, hein. Elle ne veut pas d'union de l'Europe, mais bon, on est dans le XXe siècle, oui, là aussi, hein. Elle ne veut pas d'union de l'Europe, elle veut au contraire pouvoir, il ne faut pas qu'il y ait de prépondérance en Europe, il faut que tout le monde soit à peu près égal pour qu'on puisse commercer avec elle. Voilà. Et le problème de la France à ce moment-là, c'est que l'Angleterre a des moyens financiers et des moyens maritimes qui sont sans commune mesure avec ceux de l'Empire français. Et c'est là que Napoléon va échouer, c'est-à-dire pas tellement sur le plan militaire, etc. C'est vraiment sur le plan des moyens, et notamment des moyens financiers que l'Angleterre va déployer pour payer les autres, pour faire la guerre à sa place, qui a été très longtemps sa politique. Tout à fait. On en vient justement effectivement au déclin qui commence symboliquement en 1812. À cette époque, l'Empire français est à son apogée. Tout ou presque en Europe continentale se décide depuis Paris. À Moscou, le tsar Alexandre rechigne à appliquer le blocus continental, ce qui va pousser pour la première fois Napoléon à être à l'initiative de la guerre sur le continent. Si la campagne de Russie peut être considérée comme un succès militaire,
La retraite est un désastre. 10 000 soldats de la Grande Armée repassent le Niémen au cœur de l'hiver 1812, alors qu'ils étaient 400 000 à déferler sur la Russie 6 mois plus tôt. L'année charnière sera 1813, au cours de laquelle les États allemands alliés de la France depuis 1806, notamment à travers la Confédération du Rhin, comme vous l'avez évoqué, rejoignent le rang des coalisés. À la campagne d'Allemagne de 1813 va succéder la campagne de France l'année suivante, l'exil au large de la Toscane, les 100 jours et la défaite définitive de Waterloo. Quelles sont les erreurs de Napoléon qui conduiront à ces deux abdications, sachant que Talleyrand parle de l'Espagne, les relations avec le pape et évidemment la retraite de Russie. Oui, alors, bon, écoutez, puisqu'on doit essayer de donner des directions, un petit peu de réflexion à nos auditeurs ou nos spectateurs, il y a peut-être une première chose à dire, c'est qu'au fond, puisqu'il a fallu attendre la fin de 1813 pour la coalition de toute l'Europe contre la France napoléonienne, ça veut dire que pendant 15 ans, ces gens-là s'en sont arrangés. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des avantages qu'ils retiraient de ça. On pense par exemple à la Bavière qui multiplie son territoire qui augmente son territoire de 30% grâce à Napoléon. L'électeur de Bavière devient roi grâce à Napoléon, enfin bon, etc. Donc il y a eu des échanges, des compensations qui ont été données. Le problème, c'est que lorsque ces compensations n'existent plus, c'est là que les alliances vont se déliter. À la limite, l'Allemagne se serait parfaitement arrangée de la domination française en Europe si elle y avait vu ses avantages. Or, il y a un moment où il n'y aura plus d'avantages. Alors, c'est d'abord le blocus qui, évidemment, ravage les économies côtières, oblige la France à aller occuper des territoires qui n'étaient pas dans son espace naturel, si l'on veut. C'est bien sûr l'action de la diplomatie anglaise, y compris financière, mais enfin la diplomatie anglaise a été très active et très efficace pour... Et puis c'est cette erreur du conflit avec la Russie, qui est un conflit qui n'est pas juste un conflit de domination territoriale ou de choses comme ça, mais c'est vraiment une question de principe. Les Russes ont toujours voulu être européens, Napoléon le leur interdit, avec le duché de Varsovie, etc. Il leur coupe la route de la Méditerranée, il les oblige à déclarer la guerre à l'Angleterre, alors que l'Angleterre est le premier fournisseur et le premier client de la Russie. Donc, si vous voulez, les Russes ont quand même une bonne raison d'être mécontents. Et Napoléon, au lieu de donner un système de compensation, comme il aurait pu le faire, va en réalité durcir sa politique à l'égard de la Russie, parce que sur le plan militaire, évidemment, il est sûr de gagner. Il a toute l'Europe derrière lui. Et c'est là qu'il commet un tout petit peu l'erreur. Alors, c'est pas exactement lui qui déclenche la guerre de 1812, parce que c'est les armées du tsar qui ont avancé les premières. C'est le tsar qui a envoyé un ultimatum à la France. Mais c'est bien de le rappeler. Peu importe. C'est bien de le rappeler. Il commet cette erreur. Il pensait, lui, aller gagner en Lituanie, grosso modo, autour de Vilnius, etc. Mais en fait, les Russes avaient décidé, dès le début, de l'attirer vers... voilà. Et on peut dire que dès juillet 1812, l'affaire est perdue. C'est-à-dire que ceux qui observent tout ça ont bien compris que, en avançant de plus en plus l'armée, il va y avoir une espèce de réduction naturelle de l'armée. D'ailleurs, quand elle arrive à Moscou, elle est vraiment en bout de course, quoi. C'est comme un gros paquebot qui termine sa course en arrivant au port, si vous voulez. Et puis, le reste, après, ça n'est que la confirmation de cette déliquescence totale de l'armée. Donc ça, c'est probablement l'idée. Mais la vraie bascule, c'est ce que vous signaliez, c'est l'union de tous contre Napoléon. Parce que jusqu'au printemps 1813, Napoléon a encore beaucoup d'alliés, et notamment l'Autriche. Mais là aussi, il va commettre un certain nombre de... Alors à la fois, on peut dire que ce sont des erreurs parce qu'il n'accepte pas de faire des concessions. Lui-même expliquera qu'une concession en aurait entraîné une autre et j'aurais été amené à tout abandonner finalement, etc. C'est pas sûr. Une bonne négociation, d'autant que l'armée française était encore très puissante à ce moment-là, qu'elle avait ses alliés allemands, ça aurait peut-être été jouable. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Puis Napoléon est tombé sur, pardon de le dire aussi brutalement, les napoléonistes vont tomber de leur chaise, mais il est tombé sur plus malin que lui, avec Metternich. Parce que Metternich a mené sa barque parfaitement. Quand vous pensez que l'Autriche, en 1809, a proclamé la banqueroute, qu'elle vient d'être écrasée par Napoléon,
en 1813, c'est l'Autriche qui prend la tête de la coalition européenne et qui devient la principale puissance continentale 2 ans après, quoi, et tout ça, c'est grâce à Metternich, qui a effectivement joué un double jeu, qui a d'abord joué sincèrement l'Alliance française, puis il a vu que ça ne fonctionnait pas et que Napoléon allait à sa perte. Et là, il a joué parfaitement, quoi, pour se retrouver du côté des vainqueurs. Ce qu'il avait prévu dès 1809, il avait écrit à l'empereur François en disant, voilà, pour le moment, on ne peut pas faire autrement que d'être avec les Français. Il y a peut-être un risque qu'ils refassent la guerre avec la Russie. Là, il va falloir attendre. Il va falloir regarder quel sera le côté qui l'emportera. Il avait déjà prévu ça 4 ans avant, quoi. Un visionnaire, un peu comme Mazarin avant lui, et puis je pense, après. Oui, c'est vrai. Et alors, après, il a dérivé vers le personnage ultra-conservateur qu'il était. Mais là, on est sur un Metternich qui est très jeune. Il a 30-35 ans. Il est en pleine possession de ses capacités. Et puis surtout, il a il sent bien les choses parce qu'il connaît très bien Napoléon. Il a été ambassadeur à Paris. Au moment du mariage avec Marie-Louise, il a passé plusieurs mois à Paris à discuter avec Napoléon. Ils se voyaient plusieurs fois par semaine. Donc il connaît très très bien son interlocuteur. Et il a compris que Napoléon va jouer de sa puissance. Et que, un petit peu, je ne sais pas, comme au judo, quoi, on va utiliser cette puissance pour le faire chuter. Ce qui, hélas pour Napoléon, a fonctionné. Et on en arrive à l'exil à Sainte-Hélène. Après la défaite de Waterloo, Napoléon se rend aux Britanniques le 15 juillet 1815 à bord du Bellérophon. Il est conduit à Plymouth, au sud-ouest de l'Angleterre, et pense finir ses jours sur l'île. Mais le succès populaire est immense et le quidam anglais se presse pour espérer apercevoir l'empereur des Français qui est retenu à bord. Donc quelques jours plus tard, le 31 juillet, les Britanniques annoncent à Napoléon « Vous serez exilé à Sainte-Hélène ». Il y mourra en 1821. Que retenir de ces 5 dernières années de Napoléon à Sainte-Hélène et en quoi peut-on considérer que cet exil le fait passer d'empereur déchu à celui de légende romantique? Sainte-Hélène, c'est aussi une espèce de miracle dans la vie de Napoléon. D'abord parce que la réalité factuelle des 5 ans et demi qu'il passe là-bas est quand même assez triste. Il y a beaucoup d'ennuis, il y a de sa part une espèce de résistance par le fait de vouloir toujours être empereur, donc ce qui paraît un peu ridicule dans cette bicoque avec quelques domestiques, etc., de vouloir instaurer l'étiquette impériale, mais comme il disait, c'est ce qui lui restait, donc il fallait qu'il joue cette carte. Il y a la dictée des mémoires, mais il y a aussi beaucoup de mesquinerie avec l'entourage, avec le gouverneur anglais, qui n'est quand même pas le dernier mesquin venu, et ainsi de suite. Et puis, cette mort de Napoléon, comme dit un grand professeur italien, le professeur Massini Migliorini, il dit toujours, au fond, Napoléon, qui avait empli le monde, va se réduire, et on va le mettre dans un cercueil. Et il va être dans une petite boîte. Et très bizarrement, à un moment, cette boîte va s'ouvrir, et il va à nouveau envahir le monde. Et c'est exactement ce qui se passe. Au moment où il meurt en 21, la nouvelle de sa mort ne provoque pas d'émotion particulière en Europe. On l'a un peu oublié. Bon. Et donc, le gouvernement royal, par exemple, en France, est très inquiet sur les réactions populaires, puis on s'aperçoit qu'il ne se passe rien. Bon, il y a 2-3 petites manifestations d'anciens soldats, etc., mais enfin, rien de bien grave. Et puis, en fait, tout va exploser avec le fameux mémorial de Sainte-Hélène, qui est donc le livre écrit par un de ses compagnons d'exil à Sainte-Hélène, qui n'est pas resté très longtemps, il est resté 1 an et demi, mais qui a... donc c'est Emmanuel de Lascaz, qui est en même temps un formidable écrivain, c'est-à-dire qu'à partir de ses notes, il va faire un véritable chef-d'œuvre politique, alors que Napoléon à Sainte-Hélène a dicté ses mémoires. Il existe des mémoires de Napoléon où il parle de lui-même. Personne ne les connaît. On ne les lit pratiquement plus. Enfin, il n'avait pas. Moi, je les ai réédités en 2010. Ça n'avait jamais été réédité depuis le début du XXe siècle. C'est-à-dire comme si ça n'existait pas, alors que c'est les mémoires de Napoléon. C'est ça, c'est lui qui t'a... Et en fait, on va vers le mémorial de Sainte-Hélène parce que le mémorial arrive au bon moment. Il arrive à un moment où on a oublié ce qui s'est passé au moment des défaites de Napoléon. On arrive, il paraît, au moment où Louis XVIII va mourir. C'est Charles X qui va monter sur le trône, qui est un roi un petit peu rétrograde. Il arrive au moment où les libéraux attaquent la royauté en s'alliant aux bonapartistes, on ne les appelle pas encore comme ça, etc., etc. Et c'est le moment du romantisme
enfin des romans romantiques, de la musique romantique, de la peinture, de la sculpture romantique. Et quel plus bel exemple que cet homme qui était monté si haut et qui est tombé si bas, finalement. Et Napoléon devient quasiment la réincarnation du Christ, Ouais, hein, avec son calvaire à Sainte-Hélène, avec sa tombe très simple, avec puis une tombe qui plus tard sera vide, comme le Saint-Sépulcre, les évangiles, Lascaz et le mémorial de Sainte-Hélène, mais tous les généraux qui étaient avec lui, qui écrivent des petits bouts de papier, enfin voilà, donc c'est... Alors là aussi, une alchimie un peu difficile à, comment dire, on en connaît tous les éléments, mais on ne sait pas comment ça marche. C'est-à-dire qu'on sait les romans, la transfiguration de l'image de Napoléon, mais c'est pas trois tableaux qui ont changé le monde, c'est tout ensemble. C'est les romans, c'est la musique, c'est Beethoven qui a été un adversaire de Napoléon finit par dire que sa marche funèbre de la troisième est finalement une marche funèbre pour Napoléon, bon, etc. Et donc, et ça, voilà, enfin, Chateaubriand, hein, vivant, il a manqué le monde, mort, il le possède. Oui, tout à fait. Il y a effectivement le mémorial de Sainte-Hélène qui fait revivre Napoléon. Et puis il y a ce dernier événement, ça sera notre dernière question, c'est le retour des cendres en 1840. C'est sous le règne de Louis-Philippe, soucieux de la réconciliation entre les Français, que le corps de Napoléon est rapatrié en France. On parle de retour des cendres, mais c'est bien un corps qu'on rapatrie, qui aura lieu en 1840. La cérémonie en tant que telle a lieu à Paris le 15 décembre, et le succès populaire est immense. Victor Hugo décrit pour l'histoire avec un grand H cette journée dans son célèbre ouvrage Chose vue. Selon certains, le corps rapatrié en France en 1840 n'est pas celui de Napoléon. Que pensez-vous de cette affirmation? Et plus généralement, dans quelle mesure le retour des cendres de Napoléon en 1840 prépare-t-il l'avènement de Napoléon III? Ouais. Alors, beaucoup de questions. Oui. D'abord, oui, effectivement, cette journée du 15 décembre 1840, par exemple, dans les lieux de mémoire de Pierre Nora, qui est donc ce livre, enfin ces volumes nombreux sur les grands moments de l'histoire de France, c'est le seul événement napoléonien qui figure avec le Code civil, si l'on veut, mais c'est le seul événement napoléonien, parce qu'au XIXe siècle, c'est un événement majeur. Probablement 1 million de personnes à Paris, plusieurs millions sur la route le long de la Seine du cercueil qui remonte vers Paris. Donc un événement considérable. Louis-Philippe a joué avec le feu. Dans un premier temps, il va se dire très très bien joué, le parti bonapartiste est mort, on leur a donné ce qu'ils demandaient, c'est-à-dire le retour des cendres de Napoléon, puis en fait ça n'a pas marché, puisque ça va faire, comment dire, ça va faire renaître, peut-être pas une nostalgie, mais une actualité de Napoléon, dont va profiter Louis-Napoléon. Effectivement, c'est pas son oncle qui l'a fait être élu président de la République, mais disons que son nom a fait beaucoup, quoi. Il s'appelait Bonaparte, et on l'appelait d'ailleurs juste Napoléon à cette époque, hein. Donc voilà. Donc ça c'est effectivement un événement. Alors sur la question du corps, évidemment, je vais rassurer tous nos téléspectateurs ou nos spectateurs ou nos auditeurs. Évidemment, c'est Napoléon qui est dans son cercueil aux Invalides. C'est une théorie substitutionniste qui a comme source un ouvrage qui est absolument, enfin, qui est réfutable sans aucune difficulté, mais on en a fait des tonnes, et puis vous savez, c'est toujours pareil, quand vous dites à un journaliste « Napoléon est aux Invalides », il va dire « bah oui, d'accord », mais quand vous lui dites « ah non, finalement, c'est pas Napoléon », là, il va sauter sur l'occasion, donc c'est pour ça que ça fait du bruit. On a toutes les preuves, il n'y a pas de souci. On a d'ailleurs ouvert le cercueil de Napoléon à Sainte-Hélène pour vérifier, comme chaque fois qu'on transfère un grand homme au Panthéon, aux Invalides, etc. On ouvre le cercueil pour voir si c'est lui, tout simplement. On l'a fait et on a constaté que c'était lui. Alors, ils étaient là une bonne quinzaine à pouvoir le faire. C'est ça, devant témoins. Et alors, bien sûr, alors on va nous dire ils ont tous menti. Et même parfois, on ajoutait que moi-même, j'étais complice de cette grande conspiration, puisque je savais et je ne le disais pas. Ah oui. Alors moi, je sais que c'est bien Napoléon qui est aux Invalides, et que, voilà, puis en plus, les Invalides, c'est là aussi un lieu absolument extraordinaire. Il n'y a pas, enfin, cherchons dans le monde, il y a
il n'y a pas beaucoup de tombeaux comme le tombeau de Napoléon. Bien D'abord, sûr. en France, il n'y a pas beaucoup de monuments qui ont coûté aussi cher au XIXe siècle. Et puis ensuite, c'est un tombeau qui aujourd'hui nous paraît un peu être une suite de statues, de bas-reliefs, de choses, mais qui a été pensé et qui veut dire plein de choses. Il y a l'histoire de Napoléon est racontée par ce tombeau, et avec au centre cette espèce de sarcophage romain, quoi, hein, qui met Napoléon au centre de sa capitale, au centre de la France. Qu'il a tant aimé selon Voilà, sa voilà, célèbre citation. voilà. Mais je vous remercie beaucoup Thierry Lenz. On a, je pense, vu l'essentiel sur la vie de Napoléon sur cette heure que vous nous avez consacrée. Alors j'ai un petit cadeau pour vous Thierry Lenz. Oh, C'est alors là, je vais être... la casquette au logo d'Histoire de France 2.0. Ah ben voilà. Qui, voilà, alors, est-ce qu'elle est à ma taille? Parfaitement. Vous avez... au moment où vous me l'avez offerte, vous saviez déjà que j'avais une grosse tête, c'est ça? Bah, on a la même. Je l'ai essayé au préalable. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Puis je souhaite bon vent à votre chaîne, à vos entreprises, voilà, parce qu'on a besoin de répandre l'histoire de France, on a besoin d'en parler, on a besoin d'essayer de montrer aussi que c'est pas qu'une suite d'événements, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir, qu'on peut mettre en contexte, qui nous apprend un peu du présent. Hein. Évidemment, le présent est autonome, mais il n'est pas autonome par rapport à son passé, il en découle. Donc voilà, donc ce que vous faites est formidable, j'étais très content d'être votre invité. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt.